Grand 2, mer et océan, tension, appropriation et préservation. Donc la deuxième partie du chapitre sur les mers et les océans dans la mondialisation. Le Grand A, la mer de Chine du Sud, un espace maritime sous tension, c'est l'étude de cas que vous avez à faire et qu'on reprendra en classe. Donc, je passe. Même chose pour le croquis, je passe. Grand B, appropriation des mers et tension maritime. C'est-à-dire comment les États vont gérer ces mers au niveau international et quelles tensions ça peut susciter. Quelques mots d'abord, un certain nombre de mots quand même, sur le fonctionnement de ce droit international de la mer. Après la Seconde Guerre mondiale, les pays du monde vont chercher à gérer en commun les mers, essayer de trouver un compromis en fait entre la liberté de circulation, donc le fait que l'on puisse circuler dans les mers du globe, et l'appropriation, la territorialisation, c'est-à-dire la volonté des États d'avoir un certain contrôle sur les mers à proximité de leurs côtes, notamment pour des questions d'exploitation. En 1982, convention de Montego Bay, en Jamaïque, qui va fixer les principaux éléments du droit de la mer tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc c'est une grande conférence diplomatique organisée par l'ONU, comme assez souvent ce type de conférence. Comme vous pouvez le voir sur la carte, une grande partie des pays du monde, donc tous ceux que vous avez en orange clair, vont signer et ratifier cette convention, c'est-à-dire qu'ils non seulement ils signent le traité diplomatique, la convention, mais ensuite cette convention est acceptée par les parlements notamment dans chacun de ces pays. C'est-à-dire que ces pays acceptent d'appliquer la convention de Montego Bay. Vous voyez en revanche des pays en rouge, comme les États-Unis, mais aussi la Turquie ou les pays d'Asie centrale, qui n'ont pas pris l'engagement, qui n'ont pas signé ni ratifié cette convention de Montego Bay. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette convention de Montego Bay ? Elle crée notamment ce qu'on va appeler les ZEE, c'est-à-dire les zones économiques exclusives. Ces zones économiques exclusives vont s'étendre à 200 000 marins des côtes, soit 370 km depuis le littoral. L'idée de ces ZEE est de fournir à chaque État un espace maritime sur lequel il va pouvoir avoir un certain nombre de droits, notamment l'exploitation des ressources de la mer, ressources de pêche, ressources en hydrocarbures. Alors, je vais vous montrer ça avec un autre document qui va vraiment prendre tout ça dans le détail. Donc, vous voyez en bas la terre, donc le littoral. On va définir ce qu'on appelle la ligne de base, c'est-à-dire le point de départ pour calculer ensuite les autres zones. Les 12 premiers milles, c'est ce qu'on appelle la mer territoriale, c'est-à-dire que dans cet espace maritime, l'État est totalement souverain. C'est là où vous allez trouver par exemple les gardes-côtes qui vont protéger les accès au littoral. La zone contiguë, c'est en fait une extension de cette mer territoriale pour tout ce qui concerne la lutte contre les trafics. Donc, on va dire qu'il s'agit d'un espace qui est très contrôlé par les États et dans lesquels il n'y a pas d'autorisation de circulation des navires étrangers. La zone économique exclusive, vous voyez, elle va beaucoup plus loin, sur 200 000 marins. Dans cette zone économique exclusive, les navires des autres pays peuvent circuler. Alors en pratique, il faut quand même demander une autorisation. On va dire, il ne faut pas circuler avec des intentions agressives. Par contre, si vous venez pour de la plaisance, par exemple, il n'y aura aucun problème.
Donc ça, c'est ce qui est défini par la Convention de Montego Bay. Le problème, comme on va le voir, c'est que la définition de cette zone économique exclusive n'est pas toujours quelque chose de simple. Il va falloir tenir compte des différentes îles et de la proximité entre certains littoraux. Vous voyez encore, plateau continental, extension de la ZEE possible. L'idée, c'est que les pays peuvent revendiquer un espace supplémentaire, ce qu'on va appeler le plateau continental. Cette fois-ci, par contre, quand ils revendiquent le plateau continental, ce que je vous ai mis d'ailleurs juste après, on peut l'étendre jusqu'à 350 000, ce qui est une extension très importante. Par contre, dans ce nouvel espace, vous ne pourrez pas exploiter les ressources de la mer en tant que telle. Par exemple, la pêche, vous n'aurez pas d'exclusivité dans ces droits de pêche. Par contre, vous allez pouvoir exploiter les ressources souterraines sous la mer. Je vous conseille ce petit dessin, cette espèce de schéma pour bien comprendre ces différentes zones et notamment les droits que vont posséder les différents États. Vous voyez la mer territoriale, ok, donc là un contrôle absolu sur ce qui se passe. La zone économique exclusive, l'État a l'exclusivité pour la pêche. Alors on peut toujours permettre à d'autres États de pêcher, mais en tout cas, l'État a la possibilité d'avoir l'exclusivité sur cette pêche. Donc la pêche, c'est possible, et l'exploitation du sous-sol, notamment percée pour faire des plateformes pétrolières offshore. Le plateau continental étendu, oui, pour les plateformes pétrolières, puisqu'on va exploiter le sous-sol. Par contre, pas d'exclusivité sur les droits de pêche. Au-delà de ces zones, c'est ce qu'on appelle les eaux internationales. Et là, le principe, c'est la libre circulation des navires. Ça, c'est quelque chose d'essentiel dans le fonctionnement actuel des mers. Et sachez même que les pays qui n'ont pas un accès direct aux océans ont le droit de circuler librement dans les eaux internationales. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont réussi à atteindre ces eaux internationales, ils peuvent y circuler comme ils le souhaitent. Donc c'est le système qui va être mis en place à Montego Bay, qui va prendre d'ailleurs plusieurs années avant de s'appliquer véritablement. Et sachez que pour la revendication du plateau continental, c'est quelque chose qui prend du temps et qui doit être validé par les institutions internationales. Une fois qu'on a posé ce principe, reste évidemment à l'appliquer. Et là, l'application va être beaucoup plus compliquée, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a souvent des cas particuliers. On va se rendre compte qu'avec les différentes îles que vous trouvez dans les mers, c'est parfois très difficile de définir les ZEE. Certains pays vont bien s'entendre avec leurs voisins, pour d'autres, ça sera beaucoup plus compliqué, notamment lorsqu'il y a des ressources qui sont vraiment convoitées. Alors, je vous ai mis un premier exemple qui est très clair et qui va vous montrer tout de suite le problème. Le golfe Persique, qui est tout simplement la région du monde où vous trouverez les plus grandes réserves de pétrole et de gaz. Du coup, la délimitation de la ZEE est essentielle pour l'économie des pays de cette région. Vous voyez, l'Arabie Saoudite, qui a défini sa ZEE, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et en face l'Iran. Et on vous met zone contestée entre les Émirats Arabes Unis et l'Iran. Dans cette région, vous allez trouver la plus grande poche de gaz naturel au monde. Quelques kilomètres de ZEE en plus ou au moins, c'est des possibilités d'exploitation absolument énormes. Et vous voyez qu'il y a des petites taches grises, c'est-à-dire des îles, qui peuvent être souvent revendiquées par plusieurs pays et qui rendent très difficile le fait de délimiter cette ZEE. Et ça va créer des tensions entre les Émirats Arabes Unis
et l'Iran. Bon, soit dit en passant, les tensions dans la région, ce ne sont pas seulement des tensions de définition de la ZEE, la situation est souvent beaucoup plus complexe. Autre exemple, les rivalités entre la Chine et le Japon en mer de Chine, la rivalité autour des îles Senkaku. Donc, ce sont des îles qui appartiennent au Japon, mais après la Seconde Guerre mondiale, on a décidé, où il y avait une petite ambiguïté, que ça appartiendrait au Japon. Et Japon est l'allié des États-Unis, donc autant dire que les États-Unis protègent cette région. On vous met base américaine à Okinawa. Le problème, c'est que la Chine considère qu'historiquement, ces îles lui appartiennent. Et très régulièrement, la Chine va mettre des coups de pression au Japon en faisant patrouiller par exemple des navires et va revendiquer ces territoires. C'est-à-dire la population chinoise va souvent s'enflammer autour de ces questions de revendication. Ces îles, vous voyez sur la photo, il n'y a rien en fait. Elles ne sont pas habitées. Mais à partir du moment où vous les possédez, vous pouvez revendiquer des espaces maritimes. C'est-à-dire que les îles également vont avoir leur zone économique exclusive. Et vous voyez à proximité, champ d'hydrocarbures. Donc encore une fois, ce sont les questions de ressources qui sont au cœur de cette revendication. Bien comprendre quand même qu'on peut additionner en fait les motifs de tension. Il va y avoir à la fois une rivalité autour de questions de ressources et également des rivalités nationalistes. Alors, ça va être une façon pour la Chine de montrer sa volonté de puissance dans la région. Ce que vous met d'ailleurs la caricature, on voit ces îles Senkaku, la puissance chinoise qui s'affirme, le Japon qui est assez effrayé par cette puissance chinoise, mais qui est protégé par les États-Unis, sans que les États-Unis aient l'air franchement rassurés par la situation. Autre exemple, alors là très très complexe, la question de l'océan glacial arctique et une rivalité qui est liée cette fois-ci à l'évolution climatique. Avec le réchauffement climatique, la banquise de l'océan glacial arctique a tendance à fondre et du coup l'océan glacial arctique est de plus en plus ouvert. On a découvert dans cet océan glacial arctique un certain nombre de ressources, ce qu'on vous met dans cette petite carte, alors des zones de pêche et surtout des gisements d'hydrocarbures. Avec encore un autre aspect intéressant, le fait qu'un navire en passant par l'océan glacial arctique peut relier l'Europe à la Chine plus rapidement qu'il ne le ferait en passant par exemple par le canal de Suez. Des perspectives économiques très nombreuses et à partir du moment où cet océan arctique devient un enjeu, les différents pays qui le bordent, donc les États-Unis avec l'Alaska, le Canada, le Danemark avec le Groenland, la Norvège et surtout la Russie, donc, tous ces pays vont chercher à revendiquer des espaces maritimes importants au détriment bien souvent de leurs voisins. Ça crée des tensions entre les États-Unis et le Canada, entre le Canada et le Danemark, et surtout avec la Russie. La Russie qui, pour l'instant d'ailleurs, est en position de force dans la région, puisque c'est la Russie qui possède de loin la plus grande flotte capable de circuler dans l'océan Arctique. Donc, on est dans une zone extrêmement convoitée et la délimitation des frontières maritimes est extrêmement complexe. Pour finir sur le sujet, sachez quand même que pour l'instant on est très loin d'une exploitation économique de l'océan glacial arctique. Des plateformes pétrolières offshore, ça coûterait extrêmement cher, parce que dans ces climats, ça va être très difficile de pouvoir assurer la maintenance, et il y a beaucoup de risques d'accidents du fait des icebergs. Donc on est encore assez loin également de voir des navires, des porte-conteneurs qui passeraient régulièrement par l'océan glacial arctique. Mais il faut voir que les différentes puissances de la région anticipent, si vous voulez, sur la suite des événements.
Autre tension liée aux espaces maritimes, tout ce qui concerne la liberté de navigation. Donc un principe de base qui est celui que les navires peuvent circuler d'un endroit à un autre. Bon. Certains pays, dans des périodes de guerre ou de très forte tension, peuvent déjà entraver cette liberté de navigation, la gêner, mais c'est surtout la question de la piraterie. Je vous ai mis une carte qui fait un petit point sur la piraterie en 2019. Piraterie qui peut toucher d'ailleurs des navires de plaisance, des particuliers pour demander des rançons bien souvent. Ça peut être une piraterie qui touche des porte-conteneurs. Alors là aussi ça peut être des rançons, ça peut être le pillage de la cargaison, etc. etc. Vous voyez que ces zones de piraterie forcément sont à proximité des côtes. Elles bénéficient très souvent d'États qui, pour une raison ou pour une autre, ont du mal à contrôler leurs côtes. Je vous donnerai un exemple juste après. Donc, piraterie en mer des Caraïbes, piraterie surtout dans le golfe de Guinée, où vous allez avoir des gisements d'hydrocarbures, piraterie dans la Corne de l'Afrique, cette région, je vais y revenir, et piraterie, ça on en a un petit peu parlé, autour de l'Indonésie, autour du détroit de Malacca. Vous voyez que cette piraterie, soit comme avec le golfe de Guinée, elle concerne des régions qui sont essentielles dans l'approvisionnement en hydrocarbures, soit avec la Corne de l'Afrique et le détroit de Malacca, elles sont sur le trajet des principaux flux maritimes mondiaux. La piraterie la plus médiatisée, celle dont on entend le plus souvent parler, c'est la piraterie au large des côtes de la Somalie. Et là, c'est intéressant parce que la Somalie, c'est un pays qui est extrêmement instable, qui est, on va dire, en guerre civile depuis plusieurs décennies. La Somalie, du coup, ne peut pas véritablement contrôler ses côtes. D'ailleurs, ça entraîne un certain nombre de pillages de sa zone économique exclusive. Autant dire que les sociétés internationales de pêche vont très souvent pêcher au large de la Somalie sans franchement demander l'avis de la Somalie. Mais le problème le plus connu, c'est surtout celui de la piraterie, donc des pirates somaliens qui, comme vous le voyez assez clairement sur cette carte, alors elle date un petit peu, mais forcément le principe reste toujours le même, des actes de piraterie qui vont se concentrer notamment au niveau de la sortie de la mer Rouge, qui est un point de passage stratégique des flux maritimes mondiaux. Ces actes de piraterie vont d'ailleurs entraîner l'intervention militaire d'autres pays, les États-Unis, bien sûr, la France, deux pays qui d'ailleurs ont une base navale juste ici à Djibouti, et intervention des flottes maritimes des pays de l'océan Indien. Justement, quelques mots sur ces questions militaires. La mer est aussi un enjeu stratégique. Depuis plusieurs siècles, mais surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, la maîtrise des océans apparaît comme le point le plus essentiel de la puissance militaire d'un État. Enfin, le plus essentiel avec, on va dire, la possession de l'arme atomique. Du coup, le pays qui est capable de contrôler les océans, qui est capable, comme on dit, de projeter ses forces, c'est-à-dire d'envoyer des troupes, d'envoyer des navires de guerre un petit peu partout dans le monde, est le pays qui va être la principale puissance militaire. Et ce pays, c'est tout simplement les États-Unis. Donc les États-Unis, ce que vous voyez sur cette carte, ont vraiment cette capacité d'intervention dans toutes les mers du globe. Vous voyez les flottes, donc la marine américaine est organisée en un certain nombre de flottes, une flotte pour l'océan Indien, une flotte pour le golfe Persique, une flotte pour la Méditerranée, 2 flottes en Atlantique, une flotte dans l'océan Pacifique. Donc à chaque fois ces flottes, ça va être des porte-avions. Les États-Unis ont de loin le plus grand nombre de porte-avions, et les meilleurs d'ailleurs qui sont actuellement en service.
Ça va être tout un ensemble d'autres navires de guerre. Et vous voyez également que les États-Unis vont posséder tout un ensemble de bases militaires, notamment de bases navales, dans le Pacifique, en Atlantique, dans le Golfe Persique, etc. Donc, les États-Unis sont la seule puissance à avoir un tel contrôle sur les mers. Les puissances qui suivent, d'un point de vue naval, ça va être la Chine, mais pour l'instant, son influence maritime ne dépasse pas vraiment la mer de Chine. Ça va être ensuite le Royaume-Uni, la France, mais vraiment très très loin de la puissance navale américaine. Grand C, l'enjeu de la préservation des espaces maritimes. Des questions essentiellement environnementales qui aujourd'hui sont au cœur des préoccupations internationales. En tout cas, en théorie. Le problème principal, c'est ce qu'on va appeler la pression humaine sur les mers et les océans. La pression des activités humaines. La pression, ça va être l'ensemble des pollutions liées aux activités humaines et l'exploitation intensive des ressources. La pression humaine, c'est le fait que ces activités humaines vont empêcher le renouvellement des ressources maritimes et à travers la pollution vont également dégrader cet environnement maritime et les écosystèmes. Alors, je vais vous donner quelques exemples en partant d'un exemple très bien documenté, celui de la mer Méditerranée. Cette petite carte vous présente l'ensemble des activités humaines qui vont faire pression sur cette mer Méditerranée. Alors d'abord, on vous rappelle que sur le pourtour de cette mer Méditerranée, vous avez une très forte densité de population. Plus la densité de population est importante et plus la pression des activités humaines risque d'être importante, avec notamment, on vous le met également, la pression des 200 millions de touristes qui, chaque été, vont venir en mer Méditerranée. 208 à 760 kg de déchets solides urbains par an, donc ça c'est ce qui est produit par les habitants de la Méditerranée, et 40% de déchets marins durant l'été. Donc la pression des activités humaines, c'est notamment tous les déchets qui sont produits et qui vont se retrouver pour une grande partie d'entre eux dans la mer Méditerranée. Avec en plus le problème, comme on vous le met ici, la mauvaise gestion des déchets qui fait que cette pression humaine s'accentue. Ça va être ensuite toute la pollution liée aux activités industrielles situées à proximité des littoraux. On vous met également le problème des fleuves pollués qui, c'est un peu le principe des fleuves, vont se jeter dans la mer. Donc, s'il y a une pollution en amont de ces fleuves, elle va se retrouver dans la mer Méditerranée. Donc tout ça va très fortement dégrader les écosystèmes. Donc, je vous avais mis d'ailleurs cet autre document équivalent, les principaux lieux de pollution plastique en Méditerranée. Donc, cette question de la pollution plastique, c'est une des pollutions les mieux renseignées, les plus faciles à comprendre et aussi une des pollutions les plus dramatiques. Puisque ces plastiques qui sont rejetés dans les mers vont petit à petit se concentrer, du fait notamment des courants marins, les différents déchets plastiques qui flottent vont se regrouper et former en fait des vortex de déchets qui sont absolument gigantesques. Donc, on vous montre ici le vortex de l'océan Indien, de l'Atlantique et surtout le plus grand, celui du Pacifique Nord, donc entre la Chine et les États-Unis, 80 000 tonnes de plastique qui flottent. On parle presque d'un continent de plastique. Donc, évidemment, vous vous doutez que ça va avoir des problèmes
extrêmement grave pour l'écosystème. Ce d'autant que vous allez avoir des plastiques de tailles importantes, des objets flottants, par exemple une bouteille plastique, et également, ce qu'on vous rappelle ici, le problème des microplastiques, c'est-à-dire de petites particules de plastique qui vont être extrêmement nocifs pour la faune marine. Donc là, je ne vais pas forcément m'appesantir sur le sujet. C'est quelque chose qui est évidemment dénoncé par les ONG, donc dénoncé par les associations écologiques, ce que vous voyez sur cette affiche, hein, l'idée d'un iceberg de plastique. Une pollution plastique qui est souvent extrêmement visible à proximité des littoraux, et comme vous voyez ici, qui va avoir des conséquences sur la faune, puisque donc, les poissons, les oiseaux marins, etc., vont ingérer ces plastiques et tout simplement, ça va les tuer. Autre forme de pollution, là aussi c'est quelque chose que vous connaissez, quelque chose de très médiatisé, la pollution liée aux hydrocarbures. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous allez avoir les grandes marées noires, qui elles sont extrêmement médiatisées. Ça peut être un pétrolier qui va s'échouer, ça peut être également une plateforme pétrolière offshore qui a un accident et qui va faire écouler son pétrole dans les mers et les océans. Mais ça peut être aussi beaucoup d'autres choses. Regardez un petit peu ce document, cette carte qui montre les pollutions par hydrocarbures dans la Manche, donc qui est, comme on l'a dit, un des bras de mer les plus fréquentés au monde. Vous allez avoir des problèmes de collision, collision entre navires et du coup cargaison d'hydrocarbures qui va se répandre dans la mer, mais voilà, des incendies, tout un ensemble de problèmes liés aux navires, et ça peut être en fait souvent des pollutions assez limitées, assez ponctuelles, mais qui se multiplient parce que vous avez une fréquentation extrêmement importante. Donc là aussi, pollution aux hydrocarbures, qui va bien souvent se retrouver sur les littoraux, les fameuses marées noires, et qui va avoir des conséquences sur la faune et la flore le long de ces littoraux. Sans parler d'ailleurs des conséquences sur les humains qui vivent sur ces littoraux. Du coup, face à ces problématiques, s'est développée depuis quelques décennies une volonté de préservation des mers et donc l'idée de créer des aires marines protégées, un petit peu comme les parcs naturels que vous allez trouver sur les continents. Alors, comme vous le montre cette carte, ça va être des aires marines où la pêche est totalement interdite, c'est-à-dire en fait, des sanctuaires. Vous interdisez totalement l'exploitation pour essayer de préserver les espèces. Notamment, vous voyez ici l'aire marine protégée de la mer de Ross, c'est-à-dire en Antarctique, qui est assez gigantesque. Tout un ensemble d'aires protégées que vous allez trouver également dans le Pacifique. Également des aires marines où la pêche est réglementée, c'est-à-dire que l'interdiction n'est pas totale. L'ensemble fait 7% des océans de la planète, ce qui en soi est plutôt intéressant, mais il faut voir ensuite comment ces aires sont vraiment protégées. C'est très très difficile de protéger des espaces aussi gigantesques. Et autre problème plus fondamental, il ne faut pas oublier que les différentes mers et océans sont liés. Et c'est pas parce que vous avez décidé que telle région est une aire marine protégée que la pollution s'arrête miraculeusement à cet endroit. Donc ça, c'est une problématique qu'on retrouve également avec la préservation des espaces terrestres. On sanctuarise des endroits limités, mais on manque encore bien souvent
d'une politique de préservation plus globale. Donc pour vous donner d'autres éléments, on va dire, voilà, dans cet endroit, la pêche est totalement interdite, et par contre, on va être dans une surexploitation des ressources halieutiques à peu près partout dans le monde. On pourrait se demander est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux une politique plus raisonnée et donc plus raisonnable de la pêche à l'échelle mondiale. Je vous ai mis aussi les aires marines protégées françaises pour avoir un exemple un peu plus précis. 440 aires marines protégées, 22% des eaux françaises. Vous voyez que là, c'est quelque chose d'assez intéressant, hein, c'est supérieur au pourcentage international. Ça va être d'ailleurs des aires protégées en métropole, et surtout, voilà, ces réserves naturelles dans des îles, par exemple les îles Kerguelen, qui sont à la limite de l'océan glacial arctique, qui, voilà, à part pour des missions scientifiques, en fait, ne sont pas peuplées, et vous allez pouvoir avoir une véritable politique de préservation. Je vous conseille, à la suite de votre cours, de reproduire ce petit schéma des enjeux des espaces maritimes. C'est un très bon entraînement. Il s'agit en fait de reproduire à la main les contours des continents et de réaliser ensuite ce petit schéma qui résume le grand 1 et le grand 2 du chapitre. Pour un schéma, vous devez toujours avoir un titre, vous devez toujours avoir une légende organisée et essayer également de mettre sur ce schéma un petit peu de nomenclature, c'est-à-dire des noms des principaux ports, des points de passage stratégiques, des océans. Voilà, ça peut vous servir de résumé à ce qu'on a vu pour l'instant dans ce chapitre. Voilà.